Comment vous présentez ça en français? Ça donne quoi? En français, du coup Cyril, moi je travaille pour Agrico. Donc Agrico c'est une scale-up, donc une startup qui a réussi pour faire ça. C'est une belle définition de scale-up. Voilà, c'est comme ça que je la définis moi-même. Spécialisé dans le monde agricole, nous, ce qu'on fait c'est qu'on permet aux agriculteurs d'acheter en ligne tous leurs besoins. Que ce soit de l'engrais jusqu'à de la pièce. Donc, on a un peu de logique d'e-commerce quand même. Ouais. Et moi, mon job, c'est de gérer l'audience. Donc, je suis Head of International Marketing maintenant. Mais finalement, mon boulot principal, c'est de garantir la meilleure audience sur les différents sites français et aussi internationaux, que ce soit en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Puisque pour le moment, on est qu'en Europe. Sachant que tu as quand même plus de 100 employés dans la boîte, donc quelques ressources à disposition et 10 ans. On a fêté nos 10 ans cette année. Ouais. D'ailleurs, on a changé le nom, on était Agriconomie, donc le marché nous connaît historiquement depuis 10 ans sur Agriconomie, maintenant on est Agrico. Depuis que vous êtes parti à l'international. Voilà, l'idée c'était d'être plus facilement identifiable à l'international et puis finalement nos clients nous appelaient déjà Agrico en grande partie en interne parce que plus simple à dire, donc l'un dans l'autre, Agrico ça est apparu comme la meilleure des solutions en termes de branding. Ouais, ça sonne bien, ça sonne international. Et du coup, ça fait plus de 10 ans, toi, ça fait 2 ans que tu es chez eux, c'est ça? Ça fait 2 ans et demi, ça passe vite. Moi, j'appelle ça des saisons. On vit ça avec les agriculteurs, donc on a vraiment des saisons agricoles. Ouais. Et donc là, ça va être la fin de ma 3e saison chez Agrico. Donc c'est plutôt sympa, puis c'est passé extrêmement vite, quoi. Je me demandais si tu parlais de saison de temporalité ou si tu parlais de saison Netflix, mais j'aimerais bien. C'est un peu l'idée, quoi. C'est mes saisons Netflix à moi dans le monde agricole. 3 saisons, en 2 ans et demi, tu retiens quoi comme projet impactant que tu as mis en place qui t'ont inspiré pour la suite en fait? Là, si on parle spécifiquement de l'IA, puisque c'était le sujet de la conversation, on a eu vraiment un avant-après ChatGPT, ça c'est clair et net. Et on s'est aperçu assez rapidement que l'IA était un outil qui pouvait vraiment être au service de pas mal de projets, si tant est qu'on comprenait comment l'utiliser. Et donc la première couche qui est apparue, c'était vraiment de régler un problème qu'on avait sur le site qui était assez évident. C'est qu'on est un site avec plusieurs centaines de milliers de références et on a forcément des références avec plus ou moins d'informations dedans, plus ou moins propres et surtout pas du tout homogènes. C'est-à-dire qu'il y avait certaines fiches produits qui étaient vraiment bien développées et puis d'autres moins. Et donc ça avait un impact assez important à la fois d'un point de vue client, parce qu'arriver sur une fiche produit vide et mal renseignée, c'est pas incroyable. Et aussi un point de vue SEO, c'est-à-dire moteur de recherche, ça ne nous permettait pas d'être super visible parfois sur Google, sur certains produits. Donc il fallait résoudre ça. T'as vu une opportunité. Voilà, j'ai vu une opportunité, en tout cas j'ai vu un projet. Le projet c'est comment je peux faire pour remplir toutes ces pages et les harmoniser et en faire un contenu de qualité et qui permet aussi en plus d'apporter de la valeur à l'agriculteur. C'est-à-dire qu'il arrive sur une page qui le conseille, qui lui donne de la qualité, qui lui permet de trouver facilement le produit pour lequel il a fait ses recherches initialement. Soit contextualisé aussi. Exactement. Et donc du coup, l'idée c'était de scaler ça, donc de faire en sorte que ça nous prenne de moins en moins de temps et ça nous coûte de moins en moins cher de le faire. Et puis j'ai fait un premier test. À l'époque, c'était il y a un an et demi, avec OpenAI, donc qui est l'API de ChatGPT, le bien nommé. Et du coup, je lui ai demandé, je l'ai connecté directement au Google Sheet via un petit code. Voilà. Et j'ai fait un test. J'ai dit je vais mettre les infos fournisseurs dans une case, ce que j'ai envie que tu fasses dans une autre, et puis toi tu vas me répondre dans la 3e. Ok. Tu fais bosser quoi. Exactement. Et moi je l'ai vraiment lu comme un esclave, c'est-à-dire que je lui ai dit exactement ce que je veux et la seule chose que je lui ai demandé c'est ce que je lui ai demandé. Pour moi. Et donc assez rapidement je me suis aperçu que c'était marché pas mal. Donc le résultat était pertinent. Il était pertinent, en tout cas il respectait ce que je lui disais. Ce qui était déjà la première des choses. Ouais, ce qui n'était pas évident il y a quelques années déjà. Donc, oui, parce que l'IA, en fait, si tu lui donnes de la mauvaise information au début, elle va te ressortir de la mauvaise. Et si tu lui en donnes pas assez, elle va inventer. Ouais, c'est le cœur du moteur. Ouais, sauf que toi, tu n'as pas envie qu'elle invente quelque chose.
Tu as envie qu'elle dise des choses correctes. Donc, Sauf si t'es un artiste, mais sauf si tu es un artiste ou sauf si tu la laisses faire ce qu'elle veut. Et donc, 90% du temps, si tu la drives bien, elle va te donner une réponse correcte. Il y a toujours 10% d'erreur. ouais. D'où l'intérêt de checker humainement aussi. Exactement. Donc une fois que tu as fait ça, ton test fonctionne, tu te dis bon bah je vais le faire sur 20 produits, tu vois que ça fonctionne, tu vas le faire sur 100, tu vois que ça fonctionne, tu dis bon bah un blue sheet tiré comme ça à la main, au bout d'un moment c'est un peu pénible, donc tu commences à aller plus loin et là tu dis bah je vais créer une interface pour pouvoir faire plus de requêtes sur plus de produits, donc augmenter ton volume d'entrants, et là tu commences à en faire 1000 par jour, et tu les fais tester par tes équipes. Tes équipes au début sont un peu surpris parce qu'ils ont beaucoup de corrections à faire à la main, parce qu'ils réalisent pas une chose, c'est que ils se plaignent d'avoir à corriger des détails là où ils devaient faire tout à la base. Ouais, je sais ce que Tu vois. Donc il faut que tu leur apprennes à comprendre comment fonctionne l'IA et que oui, effectivement, elle n'est pas parfaite parce que c'est justement pas un humain, mais qu'elle va te mâcher 90% du travail. Et tu resteras toujours 10% en fait. Déjà, c'est la première chose avec l'IA. L'IA ne remplace pas l'humain intégralement, elle ne le fera peut-être jamais. T'as un très bon point qui est de mettre les bonnes attentes en fait auprès des équipes. Exactement. De dire oui, effectivement, il va y avoir des erreurs. En fait, quand on a tendance à aller sur le lien, on a tendance à attendre quelque chose de parfait, que tu prends et que tu utilises tel quel. Mais non, il y a vraiment le besoin, effectivement, sur ces 10% en tout cas, d'avoir une petite action humaine. Mais ça me reste que 10% par rapport à toute l'action qui a été faite humainement. C'est ce que moi j'ai plein de parallèles par rapport à ça. Moi, la première chose qui me fait rire sur LinkedIn, c'est Jean-Michel à peu près. Qui a 50 ans et qui demande à ChatGPT de lui décrire une image, et elle va lui dire il me semble de voir une tortue alors qu'il n'y a pas de tortue. Bon, mais tout le reste est bon. Et il va faire un post en disant ah je le savais, les IA nous mentent, elles ne font pas bien leur boulot. Ouais, mais Jean-Michel, t'as pas compris en fait ce que c'est l'IA. L'IA c'est un outil, c'est pas un humain. Tu n'attends pas d'un résultat parfait d'IA. Tu attends qu'elle fasse ce que tu demandes de faire le mieux possible, et surtout qu'elle te fasse une tâche répétitive de façon inlassable. Ça, elle le fait mieux que personne. Par contre, ça reste une IA. Donc il faut bien l'entraîner à faire la même tâche le mieux possible. Il restera toujours une part de perfectible là-dessus. Donc n'attends pas qu'elle fasse tout ton boulot. Elle va faire une grande partie du boulot, mais il restera une partie humaine. Ça m'inspire des choses parce que c'est vrai que déjà ne serait-ce qu'en peut-être un an de grosse utilisation massive de l'IA dans le monde au niveau global, on a quand même vu des évolutions assez massives se produire très rapidement. Donc tu vois, typiquement des résultats, on posait exactement le même prompt, donc la même question par une intelligence artificielle il y a 6 mois. On avait un résultat à peu près, et puis on pose exactement le même prompt 6 mois après. On a des résultats quand même assez bluffants. Donc l'évolution va tellement vite qu'on a peut-être cette attente de se dire mais en fait bientôt ça va reprendre cette partie créative de mon boulot. Toi, ce que tu dis, c'est ça reste un outil. Alors oui, ça sera de plus en plus performant et tant mieux. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est quand même toi qui connais ton audience, c'est toi qui connais ton marché, c'est toi qui as cette expertise aussi. Il faut pas lâcher cette main. J'aime beaucoup l'exemple que tu prends quand tu dis en fait à chaque fois que tu externalises dans une entreprise, tu testes la chose pour la maîtriser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette approche justement de garder le contrôle sur ce qui a de l'importance? Effectivement, garder le contrôle, c'est surtout comprendre ce que tu fais déjà. Avant de demander à une IA de faire quelque chose, il faut que tu sois capable de le faire toi-même. Si tu ne sais pas le faire toi-même, il y a des chances qu'elle le fasse mal, parce que tu vas lui donner des mauvais ordres. C'est comme un manager ou un chef d'équipe qui n'a jamais fait de chantier et qui va être responsable de construire une maison. Bon, il y a peu de chances que la maison soit digne de ce mot à la fin, ou qu'elle tienne longtemps. Ça va être compliqué pour lui de donner du feedback en tout cas. Ouais, et je dirais même, avant de répondre à la question, pour aller un peu plus loin, je pense que les gens n'ont pas totalement compris du tout comment fonctionne une IA et à quoi sert une IA. Mais vraiment, alors là, ça me fait rebondir sur ce que tu dis. C'est que, pour toi. parce qu'une IA, c'est pas celle qui va imaginer ta pub. Une IA, c'est celle qui va te permettre de ne pas faire les trucs chiants que tu avais prévu de faire pour ta pub. C'est-à-dire que le truc cool, c'est d'imaginer ton spot. T'imagines la couleur, t'imagines l'environnement, t'imagines le scénario, t'imagines le script, t'imagines le recevant. C'est pas l'IA qui va te le faire. Elle peut te le faire, mais elle ne le fera jamais aussi bien que ta créativité. Et puis t'as pas envie de passer du temps à... t'as pas envie qu'elle le fasse, parce que c'est ton temps de plaisir, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que l'humain aime faire, créer. Non, ce que tu veux qu'elle fasse, c'est des trucs que tu n'aimes pas faire sur le tournage. Tu veux qu'elle te
tourne à ta place les vidéos quand il fait -10. Tu veux qu'elle te fasse gagner du temps sur tes comptes rendus de réunion. Tu veux qu'elle te facilite la vie quand tu es en transport, au lieu de faire des transports, qu'elle te permette directement d'avoir le contenu tourné de chez toi. C'est ça que tu veux. Tu veux qu'elle fasse les tâches rédhibitoires. Boring. Tu veux pas qu'elle te supplante la créativité. Donc les gens n'ont pas compris qu'elle n'est pas là pour remplacer l'humain. Elle est là pour lui permettre de se dégager du temps pour faire ce qui compte vraiment. Et j'ai un autre exemple, c'est le jour où on a sorti la machine à laver, et ben il y a toutes les laveuses de France qui ont perdu leur job. Bon, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle, quoi. Parce qu'avoir des gens qui soient payés à laver la main un slip, c'était pas forcément game breaker, tu vois. C'était quand même mieux que ces femmes-là fassent autre chose de leur vie que ça. Bah là, c'est un peu la même chose. En fait, de consacrer du temps aux vraies choses qui ont de la valeur. Et chez Aveco, c'est ça qu'on fait. On utilise l'IA pour nous libérer du temps, pour faire des choses qui ont de la valeur pour les femmes, pour les agriculteurs. Et pour les femmes aussi. Pour les femmes aussi, mais vous avez dit farmer, mais parce qu'on switch anglais français, mais pour les agriculteurs. C'est un très bon rappel que tu fais là, et merci de le faire, parce que c'est vrai que parfois on est un peu victime finalement de la technologie. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même au contrôle de cette technologie, et c'est nous qui choisissons de mettre les prompts dans cette IA. Donc c'est des questions que nous allons poser, qui vont être traitées dans cette IA, et c'est vrai que si on veut l'utiliser pour nous remplacer sur la partie créative, on peut le faire. C'est peut-être pas forcément la meilleure manière d'utiliser cette IA. Faut savoir qu'on n'a que 24 heures dans une journée, et en fait à nous de décider comment on veut passer notre temps, tant dans notre temps sans IA que notre temps avec l'IA. Exactement. Pareil, je posais souvent la question de la légitimité. Comment faire accepter l'IA dans une boîte, comment faire accepter un projet avec l'IA. Je t'avais répondu en anglais, mais là je vais le faire en français, et un peu plus peut-être imagé encore. Là, pour moi, je suis assez dogmatique là-dessus. C'est-à-dire que l'IA, les projets IA, ne doivent pas vivre comme un risque, mais comme une opportunité. Et là où l'importance elle n'est pas dans comment tu fais les choses, mais la valeur que tu délivres. Je m'explique. Un sujet que toutes les boîtes et que tous les followers, auditeurs vont peut-être s'intéresser, parce que c'est le cas de beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut que je sous-traite avec mon service client par IA? Gros sujet. C'est un gros sujet pour beaucoup de boîtes pour deux raisons. Un, parce que le service client coûte cher. Et c'est une vraie pain, enfin un vrai problème dans beaucoup de boîtes. Il est jugé peut-être à tort comme un centre de coût et non pas un centre de gain, mais enfin ça peut encore une discussion. Et le deuxièmement, parce que c'est très chronophage. Voilà, donc c'est très pénible. Un. Deux, c'est chronophage. Donc deux bonnes raisons de se dire qu'une IA pourrait nous supprimer beaucoup de sujets. Et ben, tu as deux types de boîtes. Tu as celles qui te font non, on ne fait pas confiance à l'IA, on va continuer avec l'humain. Pourquoi pas? Et tu as celle qui va tenter l'IA bien ou moins bien. Et dans celles qui vont tenter bien ou moins bien, il y a une énorme différence. Il y en a un qui va s'en servir pour mettre de la valeur et l'autre qui va s'en servir pour remplacer l'humain. Et alors là, c'est pas du tout le même résultat. Je m'explique. Si toi, tu as un problème avec ton téléphone, tu vas sur le site de Free ou tu vas sur le site de Free, et ben en fait, tu as une IA qui va te répondre. Il n'y a pas d'humain, il n'y a plus d'humain. Tu ne te permets, capitaine. En fait, c'est les bienfaits et qu'elle répond à ta question. Et qu'au final, tu n'as même pas besoin d'avoir un humain pour avoir ta réponse. Et la valeur, elle est là. Tu as pu gagner du temps. Au lieu d'attendre 30 minutes comme avant au téléphone, tu as gagné du temps, on a répondu, et tout fonctionne bien. Tout s'est fait soit par mail, soit directement par un téléphone. Moi, j'ai eu le cas, j'ai testé, j'avais un problème sur la box. L'IA m'a juste dit, appelez-nous, faites un test téléphonique. Tu dis ton numéro, il faut un test automatique. Et dit, ah oui, effectivement, vous avez un problème. Bravo, vous pouvez raccrocher, c'est fini. 2 minutes plus tard, tu as un mail en disant, on a localisé le problème, il sera résolu telle date. C'est ce qui parle. Et donc, je m'en fous, moi. Que ce soit une IA ou que ce soit Martine de la compta qui l'ait fait, ça va être égal. La valeur, c'est qu'en moins de 2 minutes, tu as réglé un problème qui me prenait 6 heures. Et qui vous rendait fou. Vous branchez votre box, rebranchez votre box. Un peu. Et donc ça, c'est pour moi la bonne façon. Parce que tu mets l'IA pour faire une vraie value qui est du temps. De l'autre côté, tu vas utiliser juste l'IA pour faire bien. Et dans ces cas-là, tu vas tomber sur des IA qui vont te recommander de parler à Martine. Et donc du coup, tu vas juste rajouter une couche où ils vont te poser plein de questions, tu vas y répondre. Et à la fin, la conclusion, c'est « Ah bah ok, d'accord, c'est très bien, bah on va te passer quelqu'un. » Et là, tu te retrouves au téléphone avec Martine. Et donc du coup, là, t'es reparti pour avoir une discussion de un quart d'heure que tu ne voulais pas avoir au premier temps, et en plus te passer
un quart d'heure à répondre à des questions IA. Pourquoi? Parce que juste l'IA a été faite pour faire une surcouche supplémentaire pour un service qui n'a pas changé de valeur. Tu n'as pas apporté plus de valeur à l'IA, tu as juste rajouté une couche. Et ça, c'est nul. Non, c'est clair, on parle vraiment d'impact. L'idée, c'est de lancer des projets qui ont du sens, c'est pas juste lancer des projets qui ont des projets. Je sais qu'il y a un grand débat qui est attention, l'IA, c'est quand même consommateur d'énergie. Qu'est-ce que vous recherchez en fait derrière ce projet? Alors, et c'est un peu toute la problématique de l'innovation, parce que quand on innove, on teste, on n'a pas forcément d'objectif clair derrière. Sauf que derrière, voilà, il y a ce côté, quelle est la part de test finalement où je vais consommer de l'énergie et peu importe parce que c'est ce qui va permettre d'évoluer, versus non, je vais quand même tester des choses qui ont un sens pour mon entreprise, qui ont un sens dans mon contexte à moi et de manière un petit peu intelligente, c'est-à-dire que j'ai quand même à vérifier si mes données sont correctes, tu vois, si la base de ce que je mets dans mon IA a du sens, si c'est toujours à jour, si l'infrastructure est bien paramétrée, etc. Je parle notamment du framework que Christ, on pourra en reparler à une session, mais voilà, il y a un peu ce débat de se dire des projets IA, oui, mais à partir du moment où il y a quand même un impact et où c'est fait de manière intelligente, on va dire. C'est ce que je disais, l'IA c'est juste un outil au service de la valeur. Si tu fais un projet, que ce soit... Mais en fait, j'ai envie de dire à tous ceux qui hésitent à le faire, on retire l'IA de l'équation. Allez, s'il te plaît, écoute-moi. Retire l'équation. Est-ce que tu le ferais quand même? Retire l'IA, est-ce que tu le ferais? Est-ce que ton projet apporte de la valeur à tes clients? Oui ou non? Si déjà tu n'es même pas sûr de ta réponse, c'est que c'est pas bon. Non mais c'est vrai. Arrêtez de voir l'IA comme une solution pour tout ou un objectif. Non, il n'y a aucune boîte qui a l'objectif d'utiliser l'IA, ça n'existe pas. Ou alors c'est une boîte complètement loufoque. Non, elle a l'objectif d'apporter plus de valeur à ses clients pour lequel l'IA pourrait être une solution. Donc déjà, pose-toi la question. Est-ce que ce que je fais apporte de la valeur? Oui, non. Et après, tu peux mettre de l'IA dedans pour aller plus vite, ou pas d'ailleurs, si tu penses que ça va plus vite, si tu penses que ça te réduit tes coûts, etc. Mais déjà, ta première question, c'est est-ce que je suis en train de faire, est-ce que ça apporte des valeurs, ou est-ce que je fais un truc de merde? Et il y a un très beau parallèle par rapport au digital, c'est exactement les questions qu'on se posait quand on voulait lancer des projets digitaux. On ne fait pas du digital pour faire du digital, on fait du digital parce que ça a du sens. C'est comme le nombre de sites, de boîtes qu'on lancé, les sites vitrines, alors que tout le monde n'en a rien à foutre. C'est quand même scandaleux. Le nombre de sites moisis qu'on a en ligne, où tu as juste une vieille page HTML où ils disent nos valeurs, c'est le bien-être, la sécurité et la joie de vivre, avec une photo de Jean-Jacques et Martine super heureux, pour dire venez avec la marque A, on est très bien. Mais c'est ridicule. Là, pourquoi? C'est parce qu'ils ont voulu faire comme tout le monde, mais aller en ligne, si tu n'as aucune valeur à ajouter, c'est toujours le même principe, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu vas faire en ligne? Les bonnes questions du pourquoi, quoi. C'est comme j'avais vu une émission moi qui m'avait dans une émission j'avais vu un truc qui me rendait fou, c'était sur Capital. C'est les restaurateurs qui d'abord maintenant pensent à comment je vais animer Instagram, alors que la première question qu'ils veulent se poser c'est comment je peux bien bouffer. C'est incroyable. Mais on est où là? Mais déjà avant de penser à Instagram, pense à apporter de la valeur à tes clients, et la valeur première d'un restaurant, hello, c'est la bouffe. On sent que ça vient du cœur. Non mais parce qu'en fait, je les voyais brainstormer en mode améliorer le concept. Je pense que comme si on partait sur une function, notamment sur Instagram, du pastel. Non, là vraiment le pastel en ce moment. Et j'étais là moi, qu'est-ce qu'il raconte? Il y en a pas un qui va leur dire mais on est d'accord. Est-ce que tu sais faire à manger, Max? Non, c'est toujours une question de valeur d'entreprise et pas d'outils qu'on utilise. C'est la même chose. Mais peut-être d'ailleurs pour conclure, je pense que ça peut être intéressant de conclure là-dessus. Comment toi t'accompagnerais justement les collaborateurs en interne pour pas réfléchir outils, mais réfléchir vraiment pain point et du coup décider si oui ou non ça a du sens? De la même façon que j'ai procédé, que je conseille à tout le monde de le faire, c'est dans une journée, vous avez 8 heures de taf. Pour tout le monde, c'est pareil. À vous de décider ce que vous allez en faire. Vous avez pas mal de trucs chiants, pas mal de trucs cool, et généralement, le truc chiant, c'est le truc qu'on a bien envie de faire. Et c'est là où déjà vous pouvez quand même commencer à avoir vos raisonnements, c'est-à-dire comment je peux gagner du temps sur des trucs qui n'ont pas forcément énormément de valeur, mais qui me prennent énormément de temps ou trop de temps. Là, je parle vraiment de daily work. Et c'est là où les gens vont commencer à être créatifs. Si vous arrivez à leur montrer un exemple qui leur fait gagner du temps une fois, ils vont vouloir le reproduire à chaque fois, sur tous les sujets. Alors parfois, il faut faire attention, il faut gagner, que ça soit n'importe quoi, mais
Mais j'ai un exemple, voilà, j'ai Tactic GPT qui est un petit script qui se met sur les Google Meet et qui permet de retranscrire l'audio et qui après automatiquement fait un summary action. L'avantage de cet outil par rapport à tous ceux qu'on connaît, notamment Streamlit et tout ça, c'est qu'en fait il est invisible. La personne en face de toi ne sait pas. Ça c'est un énorme avantage parce que tu peux l'utiliser pour tes clients. Parce que bien évidemment si tes clients ont marqué une IA t'enregistre, la confiance, ouais. Là, tu peux l'utiliser pour tes clients, tu peux l'utiliser pour une collaboration commerciale. Et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir effectivement gagner peut-être une demi-heure par jour, au résumé de réunion. Mais mine de rien, une demi-heure par jour sur une année, ça te permet de libérer un projet plus créatif, plus efficace. Et donc, pour une boîte, le projet, c'est pas comment l'IA sur un seul projet va changer le game, c'est comment de multiples petits projets à tout déchaîner au final, mis bout à bout, et Agrico, on pense vraiment comme ça. On veut vraiment avoir de plus en plus de sujets comme ça qui nous libèrent du temps pour apporter de la valeur là où elle doit être. C'est au service des résultats. Je fais jamais un projet parce que c'est cool. Je fais un projet parce qu'il y a un sens. Soit ça me libère du temps, soit ça libère du temps de la boîte, soit ça crée de la valeur à mes clients. Si ça rentre pas là-dedans, déjà le projet commence pas. Même IA ou sans IA d'ailleurs, ça ne démarre pas. Et l'IA c'est vraiment pareil. C'est le petit gain de temps que tu auras partout qui au final te fera le gros résultat. Il ne faut pas voir ça comme I have a master project in AI et je vais changer le monde. Non, tu vas rien changer. Allons-nous changer le monde. Merci beaucoup pour cette cette série. C'était top.